L'exposition « La Méditerranée et l'art moderne », collection du Centre Pompidou, présentée ici au musée Mohamed VI, propose de reconsidérer l'histoire de l'art du XXe siècle dans son rapport à l'espace et à l'imaginaire méditerranéen, à travers 80 œuvres issues de la collection du Musée national d'art moderne de Paris. Cette exposition est aussi une opportunité formidable pour le public marocain de découvrir pour la première fois au Maroc des œuvres provenant de l'une des plus importantes et prestigieuses collections d'art moderne et contemporain du monde. Il s'agit également de la première exposition hors les murs du Centre Pompidou en Afrique. C'est dire le caractère exceptionnel que revêt cette exposition événement. Le corpus rassemblé et présenté pour ce projet se constitue de peintures, sculptures, photographies et autres médias, alternant grands chefs-d'œuvre et pièces moins connues de la collection, favorisant ainsi découvertes et redécouvertes et révélant par la même occasion le caractère transdisciplinaire des collections du Centre Pompidou. Transdisciplinarité qui constitue en effet le concept phare de cette institution. Le parcours est rassemblé en 9 sections, à la fois chronologiques et thématiques, et couvre l'ensemble du XXe siècle, de 1900 à 1998. La première section est dédiée à la naissance du paysage moderne en peinture. Avec des chefs-d'œuvre de Georges Braque, André Derain ou Raoul Dufy, la section d'ouverture de l'exposition rappelle que l'invention du paysage moderne est intimement liée au rivage méditerranéen, où le fauvisme et le cubisme ont vu le jour. En effet, au cours des premières années du XXe siècle, l'intensité des couleurs et de la lumière du littoral méditerranéen va susciter dans la peinture moderne des innovations radicales. Facilitée par les avancées techniques permettant de se déplacer plus aisément sur le motif, comme l'ouverture de lignes ferroviaires reliant Paris à Marseille dès 1852, ou encore l'invention du tube de peinture et du chevalet portatif, les peintres du début du siècle quittent Paris pour le Midi. D'une part, la lumière du Sud va inspirer aux artistes fauves les tonalités éclatantes et chatoyantes si caractéristiques de leur peinture. Audace permise par l'utilisation des couleurs primaires directement extraites du tube de peinture. Dès 1905, Henri Matisse et André Derain à Collioure ou Georges Braque à l'Estac, près de Marseille, donnent le signal de ce recours de la couleur pure pour la restitution de paysages côtiers. D'autre part, en venant s'abattre sur les formes, l'intensité de la lumière méditerranéenne crée des effets de contraste, d'ombre et de lumière qui inspirent aux artistes cubistes une stylisation géométrique de la nature et de l'architecture. En 1908, les mêmes sites inspirent à Braque et Raoul Dufy des paysages plus structurés, influencés par la leçon cézannienne qui proposait d'appréhender la nature à travers les figures géométriques du cylindre, de la sphère et du cône. Manifestant la volonté de géométriser les formes, ces paysages mêlant architecture et végétation participent de la naissance du cubisme dont Braque et Picasso seront les principaux acteurs. La seconde section est consacrée aux peintres voyageurs qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'autre rive du côté de l'Afrique du Nord. Ces artistes se différencient de leurs prédécesseurs orientalistes en changeant d'approche. Les peintres du début du XXe siècle cherchent à saisir la particularité des pays qu'ils visitent, leurs paysages, leur folklore et leurs coutumes. L'Orient n'est plus cette contrée unique et interchangeable. Ainsi, Vassili Kandinsky, lors de son voyage en Tunisie, se consacre à restituer avec précision des vues de rues et de paysages. Henri Matisse rapporte de son premier voyage en Algérie des étoffes et des céramiques dont il s'inspire et intègre aussitôt les motifs décoratifs dans son œuvre. Quant à Raoul Dufy, il est fasciné par le raffinement des décors mauresques qu'il croque avec précision dans ses dessins et aquarelles. La troisième section, consacrée au rivage photographique des années 1930-1945, tente à rendre compte de l'émergence d'un nouveau métier, celui de photo-reporter. En effet, à partir des années 30, le médium photographique se popularise grâce à l'invention d'appareils plus légers et maniables qui en facilitent l'utilisation.
C'est aussi la période des grands reportages documentaires qui font la une de la presse, autorisant les photographes à plus d'inventivité qu'ils traduisent par des audaces techniques avant-gardistes en expérimentant des points de vue toujours plus originaux. Comme dans cette photographie de Denise Bellon, où le point de vue en contre-plongée d'un linge suspendu séchant à l'air libre bouleverse nos sens. Dans ce contexte, l'univers méditerranéen occupe une place singulière en raison de sa lumière éclatante et de ses populations contrastées, ce dont témoignent les images d'André Kertész, de Pierre Boucher ou de Robert Capa, clichés qui rendent compte de la réalité humaine et économique de la société méditerranéenne. La quatrième section se consacre à 3 grandes figures de l'art moderne que sont Pierre Bonnard, Henri Matisse et Pablo Picasso. Ces artistes ont en commun de s'être installés dans le sud de la France et d'y avoir établi leur atelier. Les œuvres présentées ont toutes pour thème l'atelier de l'artiste. Pierre Bonnard peint à la fenêtre de son minuscule atelier de la Villa du Canet qu'il métamorphose en une vibrante célébration de la couleur. Henri Matisse consacre ses dernières peintures à des intérieurs aux coloris lumineux, où l'on retrouve le thème du tableau dans le tableau. Quant à Pablo Picasso, en 1955, il peint son atelier à la Californie, la Villa Rococo au-dessus de Cannes, où il vient d'emménager. Cette section met en scène quelques-unes des figures majeures du foyer catalan. Nés tous trois à Barcelone, Joan Miró, Salvador Dalí et Antoni Tàpies sont contraints à l'exil par la dictature franquiste à partir de la fin des années 1930. Ces 3 artistes ont pour autre point commun d'avoir été profondément marqués par leur rencontre avec le mouvement surréaliste. Dans leurs peintures des années 1920, Dalí et Miró font ainsi appel à un univers onirique, inquiétant pour le premier, plus poétique pour le second, qui reconduit à l'occasion le thème méditerranéen. Sur le toit de la Cité radieuse, que vient de construire Le Corbusier à Marseille, se déroule en 1956 le Festival de l'art de l'avant-garde, auquel est dédiée cette 6e partie de l'exposition. Ce festival a pour particularité de réunir toutes les disciplines artistiques, confrontant, lors d'une même manifestation, art plastique, musique contemporaine, théâtre, cinéma, poésie et danse. Les œuvres présentées lors de ce festival sont depuis dispersées aux 4 coins du monde. Nous proposons donc, dans cette section, une évocation des œuvres qui étaient représentées, en exposant des œuvres contemporaines à seules exposées en 1956. Ainsi, l'abstraction gestuelle des années 50 est présente avec les œuvres de Hans Hartung et de Pierre Soulages. Yves Klein y présente ses premiers monochromes de l'époque. Le mouvement cinétique y est représenté par une œuvre de Jesus Rafael Soto et une sculpture de Marta Pan, le Tech, qui se substituait au rôle de véritable personnage chorégraphique dans un ballet novateur du jeune Maurice Béjart, y est également présente. Après 1945, la photographie témoigne des profondes mutations de l'univers méditerranéen. Observateurs privilégiés d'un espace où se mêlent société des loisirs, monde du travail et zones de conflit, les opérateurs enregistrent aussi les traces des affrontements politiques et des guerres, comme la partition de Chypre ou la guerre du Liban, documentée ici par Gabriel Basilico, Raymond Depardon et Marc Ribou. Dans le courant des années 1960, Nice apparaît comme un véritable creuset des principales néo-avant-gardes françaises. C'est à Nice que se forme le mouvement Fluxus, avec l'artiste Ben notamment,
Sa performance artistique lors de sa traversée à la nage du port de Nice en chapeau melon vient remettre définitivement en cause la frontière entre l'art et la vie. Nice est aussi le principal lieu d'émergence du nouveau réalisme, représenté ici par une des premières accumulations d'Armand. C'est aussi à Nice que naît Support Surface, fondé notamment par Vincent Bioulès et Claude Viala, et qui se caractérise par une critique radicale du métier traditionnel de la peinture. Libérée de son châssis, la toile est teintée, trempée, tamponnée, pliée, froissée, tressée ou découpée, selon des procédures relevant de pratiques artisanales. Avec Support Surface, on assiste par ailleurs à une réhabilitation de la couleur pour elle-même, clairement redevable à l'œuvre de Matisse, dont l'aura auprès des artistes se confond définitivement désormais avec la référence méditerranéenne. Le presque monochrome de Vincent Bioulès, les fenêtres bien réelles de Pierre Buraglio, ou les papiers découpés préalablement peints de croix bleues et rouges de Louis Kahn, tous renvoient à l'art de Matisse, auquel Claude Viala rend d'ailleurs explicitement hommage dans les 2 bâches qui ouvrent et ferment l'exposition. Cette référence maticienne s'impose naturellement comme clôture du parcours de l'exposition. L'exposition La Méditerranée et l'art moderne, présentée ici au musée Mohamed VI, propose de reconsidérer l'histoire de l'art du XXe siècle dans son rapport à l'espace et à l'imaginaire méditerranéen à travers 80 œuvres issues de la collection du Musée national d'art moderne de Paris.